Bonjour et bienvenue dans Le Point des idées, votre rendez-vous du dimanche sur LCI en partenariat avec Le Point. Bonjour Étienne Jarnel. Bonjour Sonia, bonjour, bienvenue. Alors il paraît que penser c'est bon pour la santé, c'est comme se dépenser. Alors notre coach de sport pendant l'heure qui vient, le premier coach, il est à ma gauche, il s'appelle Richard Malka. Bonjour Richard Malka. Bonjour. Bienvenue. Alors Richard Malka, avocat, entre autres de Charlie Hebdo, romancier également, on va en parler, et scénariste de BD. Et alors là, on est en plein printemps qui arrive, il pleut un petit peu, mais les terrasses vont réouvrir, c'est la saison de l'amour et ça tombe bien. Parce que notre invité a sorti récemment ceci, Le voleur d'amour, c'est chez Grasset, formidable roman. Et alors j'ai envie de commencer directement par l'amour, parce que c'est quand même le sujet de ce roman. Sauf que c'est un peu ambigu, votre roman. On a l'impression, alors, par moments, que c'est un hymne à l'amour, et puis aussi que vous le dépeignez, cet amour, comme un processus de prédation, puisque votre héros se repaît de l'amour de ses partenaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'amour? C'est prédation ou Si c'est pas ambigu, c'est pas drôle. C'est comme dans la vie. Et évidemment, c'est un sentiment qui est devenu infiniment important dans nos sociétés. C'est d'ailleurs c'est un peu nouveau parce qu'avant les valeurs principales c'était le travail, c'était la gloire, c'était le devoir, pas forcément l'amour. Ça c'est une évolution récente, mais pour nous tous et pour moi et sûrement pour vous Étienne et peut-être pour vous Sonia, ça reste un sentiment extrêmement complexe. Aimer c'est pas simple, aimer ça fait peur, certains rejettent l'amour, certains en donnent trop, certains ne savent pas le susciter, certains en ont peur, comment ça se conjugue avec la liberté, c'est pas évident, c'est pas simple, c'est pas si simple que ça. Et ce que j'explore dans ce livre, au travers de ce héros gothique, romantique et tragique, qui a par ailleurs l'éternité devant lui, c'est ces infinies variations de ce sentiment. Oui, parce qu'il faut expliquer que ce héros, donc Adrian Van Gogh, est un vampire qui se nourrit de l'amour des autres, dont il tire une force qui lui permet de traverser les continents et les siècles. Pourquoi un voleur d'amour ? Parce que ça se vole toujours un peu, l'amour. Enfin, je crois. C'est pas égalitaire. Il n'y a pas de justice dans la relation amoureuse. Donc oui, ce personnage pousse cela à son paroxysme. Il en a été privé terriblement quand il était enfant. Il développe un don et par l'entremise de ses lèvres, il puise physiologiquement l'amour qui se trouve en chacun de nous. Et sans amour, y compris de soi-même, on ne peut pas vivre. Donc il laisse ses victimes totalement exsangues, mais lui, ça le nourrit. Mais le nourrissant, il ne le gagne pas, il ne le mérite pas, donc il ne l'éprouve pas, il ne le ressent pas. Et donc sa vie va être une quête au travers des siècles, des continents, à la recherche de cet amour dont en fait il n'a connu qu'un unique baiser à Venise au XVIIIe siècle, avant de tuer sa proie et qui va chercher à retrouver. Il n'a été sincère qu'une fois. Il n'a été sincère qu'une fois, absolument. On a le sentiment en lisant le livre que vous pensez, est-ce que c'est le cas ou pas, que finalement on n'aime qu'une seule personne, parce que dans ces amoureuses, ces partenaires, finalement il y a un retour à la première. Est-ce que c'est la première, ou est-ce qu'au fond on aime toujours une seule et même personne? Je crois que oui, mais en fait c'est soi-même, la seule personne qu'on aime. C'est terrible ce que vous racontez. Mais c'est atroce. C'est une projection, l'amour. Mais parfois, il se trouve qu'on projette sur un miroir qui vous convient. Et ça, c'est pas fréquent de trouver ça. D'entrer en résonance. Mais en fait, on rentre en résonance avec soi-même à travers l'autre. On n'a jamais été aussi libre qu'aujourd'hui, notamment en amour. On peut se marier avec qui on veut, a priori, le plus souvent, dans la sexualité, le choix des partenaires, la durée de vie des relations. Est-ce que cette liberté, finalement, elle est vraiment favorable à l'amour? L'amour et la liberté ne font pas toujours bon ménage. C'est ce qu'on voit aussi dans le livre. C'est ce qu'on voit dans ce livre. Et je ne sais pas si ça fait bon ménage. Moi, je n'abandonnerai ma liberté pour rien. C'est ce que je professe. C'est une question de priorité. Quelle est votre valeur prioritaire? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est l'amour? La conjugaison des deux est très compliquée. Et c'est assez contradictoire. Aimer, c'est perdre une part de liberté, nécessairement. Mais être libre et pousser ça loin, c'est ne pas aimer. Donc c'est une vie qui n'a pas d'intérêt.
C'est ce qui fait quand même la richesse de votre vie. C'est ce qui permet de vous connaître vous-même. J'en reviens toujours à moi-même. Mon propos a l'air très égocentrique et narcissique, mais je ne crois pas. C'est une lucidité. On ne se connaît qu'à travers l'autre. Et donc, si vous n'aimez pas, vous ne vous connaissez jamais vous-même. Vous ne pouvez pas aller en profondeur. Vous ne pouvez pas ouvrir des portes à l'intérieur de vous-même. Donc, la liberté en soi-même, c'est complètement vain. Mais l'amour, c'est une limite. Il faut trouver le bon équilibre. C'est le travail d'une vie. C'est difficile. Est-ce qu'il y a une géopolitique de l'amour européen dans votre livre? Alors, vous parlez d'ailleurs un petit peu de Casanova, qui voyageait partout en Europe sans passeport. C'est le grand écrivain européen, Casanova. Ouais. Alors vous, ça se déroule entre Venise, Paris, un peu Constantinople, un peu au Proche-Orient quand même, et puis New York, qui est quand même la plus européenne des villes américaines. Est-ce qu'au fond, comme George Steiner avait défini l'Europe par ses cafés et ses écrivains, on peut définir l'Europe, on lui trouve une spécificité par l'amour et le rapport à l'amour? Je crois que c'est un sentiment universel. Mais c'est vrai qu'il y a une histoire européenne de l'amour, Hélène et Paris. Mais là aussi, vous voyez que ce n'est pas qu'heureux, ça provoque quand même une guerre qui est terrible, qui va durer des décennies. Enfin, tout ça est évidemment dans la mythologie, mais ça dit quelque chose. Donc il y a une mythologie européenne de l'amour, Héloïse et Abélard, Roméo et Juliette, mais c'est universel. Et donc je fais voyager mon héros, mon personnage à travers les continents. Ça, je me suis beaucoup amusé. C'est l'avantage de s'accorder une petite part de fantastique, c'est qu'on peut picorer dans les événements historiques qui vous intéressent, dans les continents, dans les pays qui vous intéressent. C'est une manière de dire des choses aussi sur les époques traversées. Alors, votre vision de l'humanité, sur l'amour, c'est un peu ambigu, mais elle est assez sombre quand même dans ce roman, parce que quand vous parlez des enfants, du comportement sadique vis-à-vis de votre héros dans l'enfance, et vous savez que c'est vous qui l'écrivez, et vous dites qu'il se civilise après. Alors, c'est pas très rousseauiste, ça veut dire que vous ne croyez vraiment pas beaucoup dans la nature de l'homme? Si, j'y crois. Je suis plutôt... j'ai plutôt une vision positive de la nature humaine. Je pense que c'est rare les gens véritablement méchants, sans raison. Mais c'est vrai que ça passe par un stade, l'enfance, qui est totalement égoïste, qui est totalement narcissique, qui est sauvage. Ces petits êtres-là, il faut les civiliser. Ce sont des tyrans. Un enfant est un tyran. Et toute personne ayant eu des enfants connaissent la nature tyrannique des enfants. Voilà, mais donc c'est cruel, parce que c'est narcissique, parce que l'altérité n'existe pas totalement encore à cet âge-là. Ça vient avec le temps, à supposer qu'on ait des parents qui vous éduquent convenablement. Justement, il est beaucoup question de l'enfance dans ce récit, comment elle peut influer sur le cours d'une vie. Votre héros n'a pas été aimé. Est-ce l'origine de sa monstruosité? Parce qu'on l'a pas encore vraiment expliqué, mais il a une part de monstruosité en lui. Oui. Ça, c'est l'éternel combat à l'intérieur de soi-même entre la lumière et l'obscurité. Et ça, c'est le thème qui traverse ce roman. Et par ailleurs, c'est ce que je rencontre aussi dans ma vie d'avocat, chez les monstres qui m'est arrivé de défendre. Il y a toujours une part d'humanité. Et c'est très émouvant, parce que par contraste, elle se voit beaucoup plus que chez les autres. L'humanité chez un monstre, c'est très émouvant. Pour qui a eu l'occasion de le voir, en tout cas moi ça me donne envie de les défendre. Mais oui, je crois que tout se joue, c'est pas très original de le dire, dans l'enfance, et en particulier très très tôt, dans les 2-3 premières années. Après, on adapte, mais c'est constitué. Alors est-ce que sa monstruosité vient de là? Oui, mais aussi à raison d'un blasphème commis par ses parents. Je me suis un petit peu amusé à jouer avec ce thème du blasphème. C'est un blasphème inversé. On va en reparler tout à l'heure, parce que c'est un peu votre truc aussi, le blasphème. Oui. En tout cas, la défense du blasphème et de la possibilité du blasphème. Alors, vous avez parlé de votre métier d'avocat. Tout ça nous a fait penser... Je vous ai fait une belle transition. Absolument. Il est bon, il est quand même très bon. Dans le Colonel Chabert, Balzac fait dire des choses absolument terribles à l'un de ses personnages récurrents, Derville, qui est avoué. Alors, c'est pas tout à fait un avocat, mais c'est une profession connexe. Et je cite donc Balzac: « Nos études sont des égouts. » Alors, on voit ça s'affiche, que l'on ne peut curer. J'ai vu brûler des testaments, j'ai vu des mères dépouillant leurs enfants, des maris volant leurs femmes, des femmes tuant leurs maris, en se servant de l'amour qu'elles leur inspiraient pour les rendre fous ou imbéciles afin de vivre en paix avec un amant. Je ne puis vous dire tout ce que j'ai vu,
car j'ai vu des crimes contre lesquels la justice est impuissante. Enfin, écoutez bien, toutes les horreurs que les romanciers croient inventer sont toujours au-dessous de la vérité. Mais oui. Est-ce que c'est vrai, vous qui êtes avocat? C'est complètement vrai. Balzac a raison. Je vais vous dire, les pires dossiers que j'ai traités dans ma vie d'avocat, c'est les divorces. Mais de loin. C'est le sordide de l'âme humaine. On ne le retrouve dans aucun autre dossier à ce point-là. Et comment vous l'expliquez? Ce que sont capables de se faire, et moi ça m'a, je pense, un peu traumatisé, mais c'est incompréhensible, ce que sont capables de se faire deux êtres qui se sont aimés, qui ont fait des enfants, qui ont créé la vie, en se séparant, c'est une grande source d'interrogation pour moi. La cruauté dont ils sont capables, le sordide. Et c'est pire. Comment on l'explique? Ouais. Parce que c'est toujours une relation à soi-même, en fait. Donc il y a des blessures narcissiques qui sont irréparables. Donc là, c'est ma vision des choses. C'est une vision de romancier, hein. Je ne suis pas psychanalyste. oui, mais c'est très intéressant parce que finalement, ce sont les dossiers qui traitent de l'amour, en tout cas d'un amour évaporé ou d'un amour blessé, qui génèrent le pire chez l'être humain. Oui, les pires comportements. Ouais, vraiment, la saleté. La saleté. Et pourtant, la saleté, vous en traitez de la saleté parce que vous êtes l'avocat de Charlie Hebdo depuis 1992. Donc vous avez eu à traiter encore récemment de sujets de terrorisme. Au mois d'août dernier, à la veille du procès des attentats de janvier 2015, vous aviez accordé un grand entretien au Point, et dans lequel vous disiez notamment ceci à propos de la liberté d'expression, de la laïcité: la situation est bien pire qu'il y a 5 ans. On avait trouvé ça extraordinairement pessimiste, dur comme propos. Est-ce que, d'après vous, alors pire, pourquoi? Parce que, vous l'expliquez, hein, des universités françaises dans lesquelles François Hollande, Sylvain Agacinski, Mohamed Sifawi ou Finkielkraut ne pouvaient pas intervenir, vous trouviez qu'on avait régressé? Est-ce que vous le pensez toujours, ou est-ce que vous pensez que ce procès, qui était un procès pour l'histoire, a un peu infléchi le cours des choses? Alors, bon, dans les universités, ça n'a pas changé, hein, on n'y va toujours pas, nous. Donc ça, c'est vraiment le bastion où malheureusement la liberté d'expression ne se porte pas très bien. Ceci étant dit, oui, je pense que j'ai eu l'impression, la sensation, le sentiment que ce procès, mais pas que ce procès, Samuel Paty, la basilique de Nice, ça a changé un peu les choses. Ça a là aussi un peu libéré la parole. Les gens ont relevé la tête. Les gens se sont dit, mais en fait, on est les gens qui pensent la laïcité, la liberté d'expression, se sont dit, mais en fait, on n'est pas tout seul. On retrouve un peu de bon sens. Ça a mis... c'est plus possible d'être dans le déni. Là, c'est devenu trop gros. Et la culpabilisation marche moins bien. C'est-à-dire la culpabilisation? C'est-à-dire islamophobe, ou alors traiter de fasciste tous ceux qui sont à la gauche de Jean-Luc Mélenchon. Ça marche moins bien. À la droite de Jean-Luc Mélenchon. Oui, pardon. À partir de Benoît Hamon, au-delà de Benoît Hamon, voilà, c'est ça. Vous parlez des gens chez qui oui, ça je parle de l'opinion. Ouais. Et chez les politiques aussi? Oui, aussi chez les politiques, mais malheureusement, ça n'a pas encore profondément changé les choses, parce que, et je ressens cette grande solitude de gens qui m'écrivent beaucoup et qui se sentent seuls, parce qu'il n'y a pas d'expression politique, à gauche en tout cas, de cette pensée que j'ai essayé avec beaucoup d'autres d'exprimer au moment du procès Charlie Hebdo. Il n'y a plus de parti politique à gauche qui ose, qui est l'audace de la laïcité, de l'universalisme, d'une pensée un peu libertaire. Malheureusement, c'était l'espace qui était occupé par le Parti socialiste, qui n'en finit pas de mourir, avec un liquidateur judiciaire qui a l'air très content de l'être et qui est à la traîne des écolos quand c'est à la mode, ou d'autres mais c'est incompréhensible, parce qu'il suffirait de se baisser. Il y a 20% de personnes qui ne demanderaient que ça, mais ils n'y vont pas. Alors qu'en réalité, c'est exactement ce qu'ils pensent, mais ils n'osent pas l'exprimer. Et donc il n'y a plus d'expression politique à tous ces laïcs de ce pays, à gauche, qui sont quand même nombreux, parce que c'est à gauche que ça se joue. Oui, c'est une bataille à l'intérieur de la gauche. C'est une bataille à l'intérieur de la gauche. Et moi, j'ai tendance à dire que la gauche, chez nous, mais on n'a personne pour l'exprimer. Alors, il y a des personnalités formidables, le maire de Montpellier, Bernard Cazeneuve.
mais il n'y a plus de parti. Et ça, c'est un grand vide, et ça déséquilibre la démocratie, et ça déséquilibre la vie de nos idées. Vous faisiez remarquer, lors de cette interview, que les gens qui combattaient pour la laïcité, pour la liberté d'expression, étaient très souvent autour de vous ces dernières années des gens qui étaient soit des musulmans, soit qui étaient de culture musulmane, soit dont l'histoire ou l'ascendance revenait au pays musulman. Bah, on va dire les choses franchement. Hein. Ouais. En fait, dans les combats pour la laïcité autour de moi, grosso modo, il y a des musulmans, des juifs et des francs-maçons. C'est eux qui sont en pointe. C'est pas assez. C'est clairement pas assez. Mais pourquoi les musulmans ? Et c'est intéressant, mais parce qu'ils n'ont pas du tout, envie de retrouver le joug, l'absence de liberté qu'ils ont vécu dans leur pays, et ils sont venus en France précisément pour y échapper, pour vivre libre, tout simplement, pas pour recréer les chaînes qui les entravaient auparavant. Pour revenir sur ce procès... Et puis les femmes. Bien sûr. Pour revenir sur ce procès Charlie Hebdo, dans votre plaidoirie très remarquée, à la fin, vous avez rendu un puissant hommage à la liberté d'expression. On se rappelle de ces mots, hein, Charlie est devenu une idée, on ne la tuera plus. Avec le recul, 5 mois après, quelles leçons vous avez tirées de ce procès ? Que le combat n'est jamais perdu. Vous voyez, je suis optimiste. Vous êtes plus optimiste que l'année dernière. Non, parce que dans le même entretien, je disais qu'à long terme, la liberté finit toujours par gagner. En tout cas, c'est ce que je crois. Mais enfin, entre-temps, il peut y avoir des drames, des guerres, des confrontations. Donc l'histoire n'est pas un long fleuve tranquille. Mais sur le temps long, je pense que l'être humain a une profonde aspiration à la liberté. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la rupture générationnelle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans une situation... Et c'est rare dans l'histoire de l'humanité, voire unique, où ce sont les jeunes générations qui restreignent, qui ont une aspiration à la restriction des libertés. Avec ce soit mot les qui libertés revient sexuelles, tout le les temps. libertés d'expression, contre les plus anciens, qui, eux, se battent pour les libertés. C'est très rare. En général, c'est l'inverse. C'est ce mot de respect qui revient beaucoup Oui, dans la c'est bouche cette des jeunes idéologie d'aujourd'hui. du respect, de l'offense, de la victimisation, c'est l'idéologie victimaire. On est victime, donc on n'a pas le droit de parler. Regardez ce qui se passe au New York Times, qui est à l'avant-garde de toute cette pensée. C'est devenu... Le mouvement woke, en gros. Bah, oui, mais je veux dire, pour moi, il n'y a pas plus de diversité d'expression au New York Times que dans les journaux chinois ou russes. Aujourd'hui, il n'y a plus le droit à la dissidence. Si vous avez la moindre dissidence, vous êtes viré quand vous êtes au New York Times. Et c'est pire que dans les journaux chinois et russes, parce qu'au moins, eux, ils ont le prétexte de pouvoir dire ça vient de l'État. Mais eux, c'est eux-mêmes qui s'imposent ces restrictions-là, et ce sont les jeunes. Oui, votre idée, c'est que l'autocensure, ou en tout cas la censure de la meute ou du collectif, est encore plus dure et encore plus implacable que celle d'un État ? Oui, il n'y a pas pire que la censure de la foule, parce que là, il n'y a pas de droit. Il n'y a plus du tout d'état de droit. C'est la barbarie. On élimine, on lynche. Alors justement, à ce propos de ça, et puisqu'on parlait de jeunes, il y a un nom auquel vous êtes associé, puisque c'est votre cliente, qui s'appelle Mila, cette jeune fille donc, qui a été menacée de mort après avoir critiqué, certes avec virulence, mais enfin, elle avait le droit de le faire, l'islam sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas le signe, quand même, le fait que Mila, aujourd'hui, doit encore se cacher, elle ne peut pas se promener dans la rue comme tout un chacun, le signe d'une défaite à plat de couture de la France, et en tout cas des valeurs républicaines, universalistes ou de liberté, tout simplement. Est-ce que ce n'est pas une énorme défaite ? Si, bien sûr que si. Si, et c'est sous l'influence croisée de l'islamisme, mais aussi, et peut-être autant, voire plus, de l'influence des anglo-saxons, du communautarisme, du modèle de société communautariste anglo-saxon. Et on est pris en étau entre ces deux mouvements-là. Qu'est-ce qu'on fait ? On va vivre comme dans des sociétés américaines où je rappelle que les gens ne vivent pas ensemble. Ils vivent en communautés séparées. Au fond, qu'est-ce que je dis dans ces prises de parole et au travers de l'affaire Mila et de Charlie Hebdo? Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche à vivre ensemble. C'est ça que j'aimerais dire aux jeunes. Et pour vivre ensemble, encore faut-il ne pas voir l'autre uniquement au travers de ce qu'il différencie.
est-ce qu'il est homosexuel, hétérosexuel, noir, blanc, juif, arabe, protestant, chrétien. Il faut le voir en ce qu'il est un être humain. Il faut le voir en ce qui nous rassemble. Si vous ne voyez plus que les différences, alors il n'y a plus rien. Si vous n'avez pas une culture commune et que vous acceptez de mettre vos différences un petit peu au second plan, il n'y a plus rien qui vous réunit. Il n'y a plus de loi commune. Et donc, c'est forcément, vous allez soit vers la confrontation, soit vers la séparation, c'est-à-dire le modèle des anglo-saxons et du New York Times qui passe son temps à nous faire la morale. Vous battez contre ce que vous appelez ces idéologies victimaires. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'ailleurs d'idéologie pour vous ? Ah oui. Ouais. Ah bah oui. Ça, c'est devenu une idéologie. C'est-à-dire qu'on se définit d'abord, et d'ailleurs on se cherche en quoi on est victime. Ce que l'on peut tous faire. On a tous une raison dans son identité ou dans son parcours de se définir comme étant victime. En fait, c'est un choix. Alors après, il y a des vraies victimes, mais il n'y a pas 100% de victimes. Ou alors, c'est un choix. Donc, et aujourd'hui, pour s'affirmer, on a besoin de s'inventer une identité victimaire. Donc oui, il y a une vraie... c'est une idéologie. Et c'est une idéologie qui est toxique. Parce qu'une fois que vous vous identifiez comme étant victime, vous ne pouvez que vous recroqueviller et rejeter l'autre. Mais vous dites qu'il n'y a rien de pire que de se vivre comme une victime. Alors, moi, c'est horrible, puisqu'on est forcément dans l'amertume. On n'est pas dans l'ouverture à l'autre, précisément. On n'est plus dans l'altérité. On se recroqueville. On se vit comme une petite chose fragile. Vous ne pouvez rien faire de grand si vous êtes une victime. Et j'ai tendance à considérer qu'une vie, c'est fait d'abord pour faire de grandes choses. La grande question, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie pour vous ? C'est mieux se connaître soi-même, pour reprendre la parole d'un philosophe connu. Vous avez entrepris l'écriture de ce livre, Le voleur d'amour, en 2015, après l'attentat contre vos amis de Charlie Hebdo, dont Étienne rappelait tout à l'heure que vous les défendez depuis le début. Et vous dites « J'avais beaucoup de ténèbres en moi. Il fallait que j'en fasse quelque chose ». Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de ces ténèbres ? Ça y est, elles sont sorties de vous grâce à ce livre ? Alors, je précise quand même, il y a des ténèbres, mais il y a aussi de la lumière. Parce que sinon, oui, il y a quand même de l'amour, il y a quand même de l'amour, il y a quand même du plaisir. Et il y a beaucoup de plaisir, il y a même de la jouissance. Voilà. Et on ose le dire. Oui, je m'en suis heureusement un peu débarrassé de ces ténèbres. Après, là, il y a un avant et il y a un après. La vie sera plus jamais la même. Il y a une part de légèreté qui a été perdue à tout jamais avec cet attentat. Mais bon, c'est le chemin de la vie. Et pour rien au monde, je ne ferai de ça une raison de me ressentir comme étant une victime. Alors, il pourrait sortir, ce livre, aux États-Unis, parce qu'il y a quand même des passages, on parle de jouissance, effectivement, vous le dites. Il y a du sexe, de la jouissance, il y a des... Immoral. Oui, il y a des histoires qui ne sont pas vraiment morales. Il pourrait sortir là-bas ? Non, clairement non. Mais déjà, ici, il y a quelques passages où ma plume a un peu tremblé. Et puis voilà, il était hors de question que je me censure moi-même. Je ne vais pas faire le contraire de ce que je professe dans mes livres. Mais vous êtes posé la question quand même. Oui, je me suis posé la question, oui. Oui, mais y compris, alors il y a ces passages un peu sexuels, il y a l'évocation des tabous, de l'inceste, il y a un passage où je traite des traites négrières, et aujourd'hui on se demande si on a le droit. Oui, je me suis posé la question. Mais un livre, un roman, ça sert à rien si ça bouscule pas, si ça déstabilise pas un peu, si ça vous fait pas réfléchir aux marges de vous-même. Si c'est pour écrire des bons sentiments, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Richard Malka, on a une question traditionnelle qu'on pose dans cette émission. Oui. En général, vers la fin, on va se déconfiner. Et il y a deux types de prévisions, soit la guerre civile, soit les années folles. Pour vous, qu'est-ce qui va se passer, guerre civile, années folles ? Non, pour moi, il n'y aura certainement pas de guerre civile. On a été trop malheureux. Là, je crois qu'il y a une formidable demande de jouissance, en tout cas dans un premier temps. Après, ça créera des frustrations. Mais je ne crois pas du tout au scénario de la guerre civile. Là, on a envie de prendre du plaisir. Du plaisir et de l'amour, c'est là-dedans votre roman, Richard Malka, Le voleur d'amour chez Grasset, c'est formidable. Merci d'avoir été notre invité. Merci. Ne bougez pas, le point des idées continue dans un instant avec Kaina Baloul, imam avec un E à la fin, avec elle on va parler d'islam et de liberté. À tout de suite.